Bonjour, je suis Dominique Verrien, je suis sénatrice de l'Yonne, conseillère municipale de Saint-Sauveur-en-Puisaye après en avoir été maire, et je vais vous parler du patrimoine et de la ruralité. On va dire que la mesure phare concerne essentiellement le label de la Fondation du patrimoine. Ce label est donné à des maisons qui n'ont pas besoin d'être classées, mais qui juste ont une valeur patrimoniale. Après accord et de la Fondation du patrimoine et de l'architecte des bâtiments de France, ce label est octroyé qui permet aux propriétaires de déduire de ses revenus 50% du montant des travaux d'embellissement, donc tous les travaux qui sont visibles de la rue. Et ce 50% de déduction peut aller jusqu'à 100% si le propriétaire obtient 20% d'aides publiques, qui peuvent être un fonds façade, une aide du conseil départemental. Donc voilà, ça permet à un propriétaire privé en fait, de rénover et de participer à la rénovation de nos villages. L'objet de cette proposition de loi, c'est d'étendre cette labellisation aux communes de 20 000 habitants, puisque jusqu'à présent, c'était réduit aux communes de moins de 2 000 habitants. Les deux. Les deux, en fait, puisque les deux sont propriétaires de patrimoine et donc, en fait, les deux interagissent. Le privé, quand il aide à travers des souscriptions, notamment que peut lancer la Fondation du patrimoine à réhabiliter du patrimoine public, des châteaux, des églises. Mais le public peut également aider des privés parce que parfois, avoir soit un monument historique, soit une belle maison et la réhabiliter en respectant toutes les règles, notamment imposées par l'architecte des bâtiments de France, peut être coûteux. Et là, c'est normal que l'on puisse aider pour correctement réhabiliter ce patrimoine. Souvent, c'est du patrimoine privé qui est vendu à du privé, mais qui va le réhabiliter. Donc, ça peut aussi avoir un intérêt si le patrimoine est réhabilité. D'où le label, d'ailleurs, de se dire que le fait qu'un privé achète une maison et va bénéficier de son argent, mais notamment de ses impôts, il va mettre ses impôts dans sa maison, ça va quand même aider tout le monde à avoir une commune plus pimpante. Donc pourquoi pas? Parce que le château, il déménagera pas. Il sera là. Et puis, il aura une vie et qui va continuer. Et peut-être que la société privée, demain, elle revendra à d'autres personnes qui en feront quelque chose qui permettra de le visiter ou pas. Je pense qu'il ne faut pas essayer de rendre tout public. Par contre, il faut essayer de conserver les traces de notre histoire. Alors j'ai un peu répondu en disant qu'il fallait que public et privé travaillent ensemble. Par contre, je voudrais souligner que les fondations et les associations de patrimoine sont réellement très importantes parce qu'elles permettent de valoriser justement ce patrimoine, de permettre qu'on ne l'oublie pas. Parce que quand on vit toujours à côté d'un bâtiment, et pour peu qu'on le voit en plus se dégrader d'année en année, on perd un peu la notion de sa valeur. Et ces associations ont un regard différent et nous permettent d'avoir aussi ce regard différent et donc de préserver ces richesses. Alors le loto du patrimoine, c'est une idée qui a germé en fait en Angleterre, puisqu'il a été mis en place dès 1993 en Angleterre. Il faut savoir que le loto en France avait été créé pour les gueules cassées de 1914. D'ailleurs, une part de l'argent continue à aller aux blessés de guerre. Donc, de toute façon, le loto a toujours été fait pour une œuvre, et une œuvre publique, que ce soit pour les gens. Et là, ce loto du patrimoine permet de réhabiliter des bâtiments brisés. Donc, finalement, on est aussi dans une espèce de continuité. Comment sauver notre histoire et ce qui a contribué à faire la grandeur de notre pays. Donc le loto du patrimoine est plutôt bienvenu. Je pense que la puissance publique ne peut pas mettre autant d'argent que ce qu'il faudrait. Je crois
Malheureusement, elle a un peu oublié pendant quelques années la réhabilitation. Il faut avouer aussi que beaucoup de bâtiments appartiennent aux communes et qu'avec la baisse des dotations qui a eu lieu, la priorité, c'est souvent devenu les habitants et pas les bâtiments. C'est bien de pouvoir revenir un peu en arrière. Ce loto permet justement de remettre en lumière ce qu'est notre patrimoine et du coup de redonner envie de le sauver. Alors la première, c'est le temps, parce que malheureusement, c'est inexorable et que souvent les bâtiments vieillissent et pour peu qu'on les ait pas bien entretenus, ils vieillissent d'autant plus vite. Un bâtiment sans toiture, c'est un bâtiment qui va tomber avant longtemps. Et puis l'oubli aussi, le fait qu'on n'ait plus ce regard, donc d'où l'importance des associations d'ailleurs, qui nous permettent vraiment de repenser ce patrimoine comme étant une richesse. Alors l'État, oui et non, parce qu'en fait, il n'est pas vraiment propriétaire de ce patrimoine rural. Celui qui est propriétaire, c'est souvent la commune. Et parfois, la commune néglige son patrimoine, mais pas toujours volontairement. Les communes aimeraient faire, à Saint-Sauveur, nous voudrions faire, nous sommes conscients que le patrimoine est une chose importante, mais malheureusement, nous n'avons pas toujours les moyens de faire. Alors l'État nous aide. Il est vrai que le vrai problème de l'État, c'est que parfois, il change d'idée. Donc un jour, la DRAC finance plutôt les œuvres littéraires. Le lendemain, elle va penser au patrimoine. Enfin, c'est pas toujours suivi, continu. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'État, quand même, nous soutient. Jamais assez, parce que quand on est une petite commune, c'est jamais suffisant. Mais j'ai vu quand même l'État aider très très fortement. Je pense à une autre commune dans l'Yonne qui avait une très grande église. La commune fait 300 habitants, c'était impossible de sauver l'église et l'État finance quasiment 90%. Il y a clairement une inégalité. Comme je vous le disais, sur Saint-Sauveur, 930 habitants, un lourd patrimoine. Nous aurions 10 000 habitants, nous aurions le même patrimoine, sauf que nous serions 10 000 à le porter dans notre fiscalité. Et donc, forcément, il y a une inégalité. C'est une chose que je disais souvent quand j'étais présidente des maires ruraux de mon département. C'est que, voilà, une commune de 100 habitants ou une commune de 10 000 habitants qui a une église, c'est plus difficile pour les 100 habitants de la porter que pour les 10 000. Donc, effectivement, il y a une inégalité qui est liée au fait que la charge est à supporter par un plus petit nombre. L'État devrait probablement mieux compenser ça. On n'y est pas encore totalement arrivé. En faisant qu'on prenne vraiment ce patrimoine comme une richesse. C'est une richesse qui permet de développer. Et en fait, une fois qu'on le voit comme une source de développement et pas simplement comme un coût, pas seulement comme des vieilles pierres qui sont là, qui sont mortes, mais bien comme quelque chose qu'on peut faire vivre pour pouvoir développer et enrichir sa commune, ça peut donner tout autre chose et notamment une dynamique dans la commune, une dynamique parce que c'est un projet aussi des habitants de sauver un bâtiment, parce que ce bâtiment peut générer du tourisme, peut générer des visites. Or, je crois beaucoup à ce qu'on appelle l'économie présentielle, c'est-à-dire que le fait de faire venir des gens sur un territoire sont des gens qui consomment et donc ça permet d'avoir des commerces qui vivent. Le fait d'avoir des commerces qui vivent, ça permet d'avoir des habitants qui vivent. Le fait d'avoir des habitants qui vivent, ça permet d'avoir de la vie, là encore, et puis d'autres commerces et c'est une spirale vertueuse. Et le patrimoine, quand on en a et qu'on s'en sert pour du développement, peut être une vraie richesse. Je pense qu'il vaut mieux rester comme ça. Au contraire, donner le pouvoir aux communes, parce que ce sont les plus proches, ce sont celles qui ont intérêt à sauver ce patrimoine, justement parce qu'elles peuvent le transformer en richesse pour elles, et justement pas pour le département ou la région. Mais par contre, oui, il faut les accompagner, parce qu'une petite commune de 150 habitants, comment elle sauve une église ?
Alors je crois justement c'est de réfléchir au développement, de réfléchir à un développement économique, de croire justement oui au développement économique et de pas forcément ne voir dans ces vieilles pierres que de l'histoire. Elle est là, il faut la respecter, mais de voir de l'avenir. Et c'est une autre forme de regard qui est important et qui, à mon avis, justement, entraîne une spirale vertueuse qui peut sauver beaucoup de communes en pariant sur le tourisme et notamment sur le tourisme culturel.